Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! Aujourd'hui à l'émission, je reviens sur les alliés rapprochés, le début de saison après 3 semaines. Où sont les alliés rapprochés vedettes? Je vais également avouer où je me suis trompé dans mes prédictions d'avant-match, d'avant-saison et où j'ai visé dans le mille. Et je vous propose bien sûr quelques joueurs à aller piger dans les agents libres qui sont disponibles dans la majorité des ligues fantasy football. Question de replacer votre équipe dans le meilleur de la course de votre fantasy football. Tout ça à l'émission Fanball cette semaine. Bonne émission! Merci d'avoir choisi Fanball pour une autre semaine, balado concentré sur l'actualité de la NFL et bien sûr spécialisé dans le fantasy football. Si vous voulez plus de contenu, toujours suivre les pages TikTok, Instagram et même YouTube de Fanball le balado pour être au courant des derniers potins. D'ailleurs, j'en ai un dernier potin qui vient tout juste de sortir dans les dernières heures. On a parlé d'un retour de Jordan Love, corps arrière des Packers de Green Bay. C'est quand même très tôt. On pensait qu'elle allait rater un bout de temps toute la saison. Finalement, on s'est rendu compte que la blessure était un peu plus légère. C'est quelques matchs. Et là, après seulement 3 semaines au repos, il serait de retour pour la semaine numéro 4. Du moins, on pense que c'est un point d'interrogation pour le retour. Semaine 4, semaine 5, ça serait vraiment tout un coup de circuit pour l'organisation des Packers de Green Bay. Parce qu'on le sait, avec Jordan Love, on dirait que cette équipe est beaucoup plus stable. On dirait que les receveurs de passes ont le même âge que Jordan Love, sont des jeunes receveurs de passe, c'est une jeune équipe à l'attaque et l'entraîneur-chef est quand même assez jeune dans cette ligue de NFL, ce qui fait en sorte qu'il y a une chimie au niveau de l'attaque pour les Packers de Green Bay et je pense que le retour de Jordan Love peut simplement aider la formation. Est-ce que ce sera dès la semaine numéro 4? Je suis peut-être pas sûr. Mais assurément, ça va être un retour autour de la semaine numéro 5, ce qui fait en sorte que les joueurs que vous aviez repêchés dans l'organisation des Packers de Green Bay, que ce soit un Christian Watson ou un Reed comme receveur de passe, sa valeur va s'améliorer dans les prochains jours, prochaines semaines, avec la nouvelle de Jordan Love. À l'opposé, si vous avez un joueur qui vous intéresse pour les Packers, peut-être essayer d'aller transiger, sachant très bien que la nouvelle est sortie dans les dernières heures. Je crois qu'elle est sortie lundi ou dimanche en fin de soirée. Ce qui fait en sorte qu'il y a peut-être un joueur dans votre ligue de fantasy football qui n'est pas nécessairement au courant de la nouvelle. Et j'ai l'impression que les receveurs des Packers vont gagner en exposure, donc vont avoir une meilleure valeur lorsque le retour de Jordan Love sera confirmé. Ça peut être peut-être une stratégie de votre côté, mais je sais que dans quelques ligues que je suis au niveau de Fanball, je suis dans 4 ligues cette année et je vois beaucoup de mes adversaires un peu paniqués, n'ont pas le bon début de saison, 0 victoire, 3 défaites, 1 victoire, 2 défaites, mais pas de victoire convaincante. Et on a tendance à cliquer sur le bouton panique un peu trop tôt. Il reste encore beaucoup de temps. Il y a environ 14 semaines dans votre saison. Donc, même si vous n'échappez 2-3 en début de saison, on peut se rattraper. Souvent, les équipes qui font les séries, les éliminatoires, dépendamment de votre ligue, si vous êtes, par exemple, 12, il y en a 8. Résultat, vous avez peut-être, si vous terminez avec une fiche de 6 victoires, 8 défaites, vous avez une chance de faire les éliminatoires. Donc, même si vous avez commencé la saison 0-3, il suffit seulement que vous gagnez 50% des matchs qui restent pour le restant de l'année et vous allez faire les séries, les éliminatoires, c'est presque assuré, à moins d'avoir une mauvaise chance au niveau des mathématiques et de qui a affronté qui, des égalités, etc. Mais il risque d'avoir, si vous avez 8 équipes qui font les éliminatoires dans n'importe quel fantasy football, automatiquement, il y a des formations qui ont une fiche en bas de 500. Donc, pas de panique. L'important, c'est de faire les éliminatoires et en éliminatoire, espérer d'avoir une bonne équipe pour surprendre ou
piqué au bon moment. Là. Donc, je pense qu'à ce point-là, si vous aviez un repêché des joueurs qui sont blessés, je sais, il y a eu A.J. Brown, Deebo Samuel, Christian McCaffrey, un bout de temps, il y avait même Amari St. Brown qui on pensait qu'elle n'allait pas terminer le match. Il y a eu beaucoup de blessures. C'est le cas de votre équipe, mais c'est assurément le cas de l'équipe de vos adversaires. Donc, pas de panique. L'important, c'est pas de sacrifier votre équipe. Si vous avez misé sur 2-3 bons joueurs, tentez pas de défaire ce noyau, à moins que c'est pour vous améliorer ou au pire des pires, que ça soit 50-50. Commencez pas à essayer de dire il faut absolument que je gagne dès maintenant, il faut que je gagne dès maintenant. La saison est encore assez longue au niveau du fantasy football. C'est plus facile de faire vos éliminatoires habituellement dans le fantasy football que dans la vraie NFL si on commence 0-3. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour cette raison que je me dis, calmons-nous. Tout peut s'arranger là, dans les prochaines semaines et vous avez juste à être peut-être un peu plus actif au niveau des agents libres pour vous dépanner pendant quelques semaines, le temps que vos joueurs blessés reviennent au jeu. D'ailleurs, je voudrais vous parler, on est la semaine numéro 3, j'ai fait beaucoup de prédictions depuis le début de la saison, depuis les matchs pré-saison même, et même bien avant les matchs pré-saison via le balado Fanball. Il y a des fois où que j'ai vraiment misé dans le mille, d'autres fois où ça a été beaucoup plus compliqué. C'est ça, la vie d'un animateur de podcast. Des fois, on vise et là, on frappe le coup de circuit et d'autres fois, on se fait retirer sur 3 prises. Donc, j'ai décidé d'y aller avec un segment là où j'ai eu raison et là où j'ai eu tort. Donc, je me suis sorti ma liste. Tout d'abord, Jayden Daniels, à plusieurs reprises, j'ai dit dans le Fantasy Football que vous devez repêcher ce corps arrière-là. Laissez passer la vague de corps arrière. J'ai dit si Richardson, si Kyler Murray commence à glisser, peut-être sauter dessus. Sinon, attendez Jayden Daniels. Et je l'ai dans plusieurs de mes pools. Et c'est assurément un joueur vedette au niveau des Fantasy Football. Il est encore jeune. Il risque d'être explosif comme un Lamar Jackson. J'ai l'impression que dès l'année prochaine, il va sortir beaucoup plus haut qu'il est sorti en ce moment. Là. Il est sorti presque de 10e au total, peut-être au niveau des corps arrière. Donc, c'était vraiment là, un vol si vous l'avez pigé. Autour de 28 points, semaine numéro 1. Un peu plus bas, semaine numéro 2. Et il revient avec une performance là, incroyable pour le match du lundi soir. Victoire d'ailleurs des Commanders contre les Bengals. Donc, si vous avez Jayden Daniels, vous m'avez écouté, on a eu cette prédiction. L'autre prédiction que j'ai peut-être moins eue, j'ai dit Commanders qui ont battu les Bengals. J'avais dit les Bengals que c'était assurément l'une des meilleures équipes dans la ligue. C'était leur saison. Tout portait à croire que c'était une participation aux éliminatoires, peut-être même une première place dans la division et espérer là, compétitionner pour un match de finale d'association de l'américaine. 0-3 après 3 semaines. Ouais, je me suis planté dans celle-là. Il n'y a vraiment pas d'autre chose à dire. L'attaque elle commence à se replacer. La défensive est un peu plus faible. On dirait qu'on se cherche du côté de Cincinnati. Le seul point positif, c'est que si vous avez eu Ja'Marr Chase dans votre pool, au moins il a quand même produit dans la dernière semaine, donc il s'est replacé. Si vous avez un autre joueur de l'équipe, c'est plus compliqué. Mike Gesicki, quand même, une bonne performance depuis le début de la saison. On ne s'attendait pas là, à une bonne performance de sa part à ce niveau-là. Et finalement, quand même, il fait très bien. Mais tout simplement, les Bengals, ça semble être une année de misère. On est habitué à des lents départs au niveau de Cincinnati. Mais là, je pense qu'on est dans une autre catégorie. Et ça risque d'être difficile. Parce que des lents départs, lorsqu'on s'incline contre des bonnes formations, au moins on se dit qu'il va y avoir des moins bonnes formations un peu plus tard dans le calendrier, ce qui fait en sorte qu'on va être capable de se repositionner là, dans le classement. Mais là, on l'a échappé semaine numéro 1, entre autres contre les Patriots. On a échappé le match contre les Chiefs et finalement, défaite contre les Commanders. Donc, 2 des 3 équipes, là, on s'entend qu'on devait encercler une victoire pour le calendrier des Bengals.
Donc là, c'est là que je me suis planté. On va retourner dans la catégorie où j'ai eu raison. On va lancer un peu de positif là, au balado Fanball. DK Metcalf, j'avais dit qu'avec le nouveau coordonnateur offensif au niveau des Seahawks, j'avais l'impression qu'elle allait élever son jeu d'un cran. C'est le cas. DK Metcalf, il est très impressionnant. C'est une grande cible. On garde le jeu au sol pour les Seahawks, mais on est capable de le cibler. Et j'ai l'impression qu'il se détache du noyau, du trio de receveurs de passe de Seattle, ce qui fait en sorte que pour les gens qui ont utilisé un choix de 3e ronde, choix de 4e ronde pour repêcher DK Metcalf, pour l'instant, c'est très payant. Là où je m'ai planté, Anthony Richardson, ça fait mal. Ça fait très mal. Je m'attendais à ce qu'il soit aussi dynamique qu'un Jaden Daniels, par exemple, ou un Josh Allen, un Lamar Jackson. Je m'attendais à ce qu'il soit dominant. Et là, on se rend compte qu'avec le retour de Jonathan Taylor à temps plein pour les Colts, lorsqu'on arrive proche de la zone début, c'est facile de donner le ballon à Jonathan Taylor et c'est lui qui inscrit le toucher, ce qui fait en sorte que ça fait perdre des points à Richardson. Est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton panique? Peut-être pas. Si quelqu'un vous offre quelque chose d'intéressant, peut-être que vous pouvez évaluer vos options. Mais sinon, gardez-le, puis on va espérer que le momentum change pour Richardson et que ça se replace. Là où j'ai eu raison, par contre, Sam Darnold. J'avais dit qu'avec les Vikings, c'était une bonne équipe et je voyais que Sam Darnold avait très bien fait avec les 49ers de San Francisco l'année dernière. Lorsqu'il y a eu la chance, surtout dans les matchs pré-saison, il y avait eu une chance là, et on voyait que lorsqu'il était bien entouré, dans un bon système de jeu et surtout avec des armes offensives à sa disposition, il pouvait performer. Sam Darnold est encore très jeune. Il a eu malheureusement moins de chance avec les Jets de New York, par la suite avec les Panthers de la Caroline, deux organisations où on sait c'est extrêmement difficile d'avoir du succès. Mais là, avec les 49ers, on l'a senti beaucoup plus mature et cette fois-ci avec les Vikings, on sent qu'il est rendu à un niveau où il peut performer. Il a Justin Jefferson, Aaron Jones, on a plusieurs armes offensives, on a un entraîneur qui lui fait confiance. Je pense que c'est tout à son honneur pour Sam Darnold et ça prouve qu'on a le droit d'avoir une deuxième chance, une troisième chance lorsqu'on est un corps arrière, un jeune corps arrière. C'est extrêmement difficile de donner à un jeune de 21 ans les rênes d'une concession qui vaut des milliards de dollars. On veut qu'il soit le visage, on veut qu'il soit le porte-parole, on veut qu'il soit le plus talentueux de l'équipe. Wow, faut se calmer. Les jeunes ont 21, 22, 23 ans. C'est des corps arrière qui sortent de l'université. Ils ont joué peut-être une saison ou deux à l'université. Ils sont très jeunes. Donnez-leur le temps d'être bien encadrés. On le voit là avec certains corps arrière comme Jordan Love qui ont eu la chance d'avoir une saison ou deux derrière un corps arrière d'expérience. Pour Jordan Love, c'était plus 3 ou 4 saisons. Mais quand même, juste avoir une saison de plus dans le corps à regarder, observer un peu là, son mentor, ça change tout. D'ailleurs, Tom Brady le rappelle souvent dans des apparences de podcasts, des interventions en ondes lorsqu'il décrit les matchs, qu'il a eu la chance quand même de passer une année, une saison derrière le corps arrière vedette là, des Patriotes de l'époque, ce qui fait en sorte qu'il a pu apprendre et ça l'a vraiment aidé justement à savoir comment ça se passait parce que l'universitaire au professionnel, c'est un autre sport. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont bien performé universitaire, qui n'ont pas bien performé dans la NFL et l'inverse c'est le cas aussi. Il y en a qui performent très bien dans la NFL et on se disait, pourtant universitaire, c'était beaucoup plus difficile. Les règles sont pas tout à fait pareilles. Le calibre, les divisions, le calendrier, c'est pas la même chose. Donc, donnons-leur une chance et Sam Darnold est vraiment en train là, de prendre sa chance. Sa troisième chance, il y en a qui diraient, ou sa quatrième, mais au moins, là, ça semble être du sérieux. Et c'est très beau le voir, même qu'il y en a qui disent tout de suite que c'est un des candidats pour le prochain MVP de la NFL. On peut se calmer, mais assurément,
il fait du bon travail et il va mériter là, toute l'attention médiatique qu'on lui donne ces temps-ci. Là où j'ai eu tort, les Bills de Buffalo, je disais que c'était fini, pas nécessairement fini, mais je disais cette année, ça va être les Dolphins, ça va être les Jets. Finalement, faut croire que Josh Allen avait d'autres plans, voulait pas écouter le balado Fanball, a décidé de juste prendre l'équipe sous ses épaules puis remporter des matchs. Tout simplement, a décidé de dire OK, ben je suis le meilleur joueur dans la ligue, pourquoi pas le montrer semaine après semaine. Et s'il y en a qui disent que je suis pas le meilleur, ben ils me feront face puis je vais les éclater. Josh Allen est tout simplement incroyable, donc bravo, il me fait mentir dans mon balado en disant que les Dolphins, ça serait peut-être leur année, les Jets. On sait avec la situation avec Tua, c'est peut-être plus difficile pour les Dolphins. Et avec les Jets, on sent que c'est pas facile hein, lorsqu'on essaie de s'ajuster avec un nouveau corps arrière. Je dis nouveau même si c'est sa deuxième saison parce qu'il avait seulement joué 4 jeux offensifs. Donc c'est pour cette raison que les Bills connaissent du succès. Encore une fois, la performance surprenante, incroyable contre les Jaguars de Jacksonville lundi dernier. Bon, parlons maintenant des joueurs que vous pouvez peut-être aller cibler au niveau des agents libres dans votre fantasy football. J'en ai parlé, Sam Darnold est disponible dans la majorité des ligues. Si vous êtes dans une ligue de 12 corps arrière, 12 équipes, allez le chercher, Sam Darnold. Mettez-le sur votre banc. Ou si vous avez un corps arrière qui est un peu plus difficile, moi, dans une des ligues, j'ai Jared Goff. Je m'attendais à ce qu'il... naturellement, vous comprenez que si j'ai repêché Jared Goff, j'ai pas eu le premier choix au niveau des corps arrière dans ma ligue. J'ai favorisé d'autres positions, mais là, je pense sérieusement aller chercher un Sam Darnold, y donner peut-être 2-3 matchs comme partant, juste pour essayer de me donner un minimum de points, 17-18 points. Le reste, je peux peut-être balancer avec mon attaque qui est un peu plus forte que d'autres au niveau des receveurs de passe, au niveau des porteurs de ballon. Mais si ton corps arrière te donne 12-13 points, c'est là que ça commence à être difficile parce qu'il y en a qui font 25, 26, 27 points. Différence de 10 points au niveau fantasy football, des fois c'est difficile à rattraper. Donc Sam Darnold, ça peut être un petit joyau à aller chercher là, dans les agents libres. J'ai l'impression que ça va être le genre de corps arrière qui va être assez constant. Va toujours lancer une passe de toucher à Justin Jefferson. Faut juste qu'il évite les revirements et pour l'instant, ça semble être le cas. Mais on sait que Sam Darnold a un historique au niveau des revirements et c'est ça que des fois, ça peut retarder là, sa production offensive. Sinon, au niveau des porteurs de ballon, j'en ai nommé 2-3. Là. Je vois Steele des Kansas City. Il y en a qui ont eu la main chanceuse en allant le chercher rapidement là, lorsqu'il y a eu la blessure de Pacheco. Mais on n'était pas trop sûr qui allait recevoir le plus le ballon. Finalement, on s'est rendu compte que c'est vraiment Steele au niveau de Kansas City qui est le porteur de ballon qui va avancer le plus souvent, là, avoir la chance de performer le plus souvent. Peut-être pas nécessairement en option de passe, donc si vous êtes en mode PPR, c'est peut-être pas l'idéal, mais si vous êtes en mode standard, définitivement, ça peut être une belle acquisition dans votre pool. Pour les modes PPR, justement, Chuba Hubbard des Panthers à Caroline, avec Andy Dalton, l'attaque change au niveau de la Caroline. J'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus dans des modes de passe. Et justement, c'est un porteur de ballon canadien. Il est beaucoup plus agile, on dirait, là, pour capter des passes, contrairement à un Miles Sanders. Donc, peut-être ça pourrait être une belle acquisition. Sinon, il y a Braylon Allen, porteur de ballon des Jets, deuxième porteur de ballon. Et on voit qu'avec Aaron Rodgers, ça semble fonctionner. J'ai été surpris parce que j'aurais pensé qu'il aurait déjà été repêché dans plusieurs des ligues fantasy football. Et à ma grande surprise, j'ai vu dans les statistiques qu'il est encore disponible dans la majorité des ligues. Ça peut être un joueur qu'on peut aller mettre sur le banc. Breece Hall a un historique de blessure, on ne sait jamais. S'il y a une blessure, Allen peut devenir vraiment un coup de circuit. Sinon, ça peut être quand même un genre de porteur de ballon flex. Dépendamment si vous jouez avec deux flex, ça peut être genre de porteur de ballon qui embarque comme deuxième flex. Et on le voit
des fois, il va capter une petite passe et il va faire les 10-15 dernières verges pour aller chercher le toucher depuis le début de la saison. Donc, ça peut être payant à ce niveau. C'est sûr que ce ne sera pas une performance ultra constante. Là. Si vous jouez dans une ligue à 12 équipes, vous comprendrez que on ne repêche pas dans les agents libres des All-Stars. Là. Donc, ça, c'est pour mes porteurs de ballon. Sinon, comme receveur de passe, on a eu la confirmation en fin de semaine. Jennings, le receveur de passe des 49ers, est dominant. C'est peut-être le troisième meilleur. Si, mettons, on regarde chaque équipe de la NFL et on prend le receveur de passe numéro 3 de chaque formation, Jennings est peut-être le meilleur numéro 3 de chaque formation. Donc, allez le chercher. Il y a toujours la blessure de Deebo Samuel. Avec les Pats, là, la semaine prochaine, il va affronter la défensive des Patriots. C'est pas la meilleure équipe. Alan Lazard des Jets de New York, un autre joueur des Jets, mais il est encore disponible et moi j'ai été le chercher. Je suis allé le chercher, je l'ai mis sur mon banc. Je vais regarder encore une semaine ou deux, voir si la chimie avec Aaron Rodgers, c'est du solide, puis ça va être constant de semaine en semaine. Mais si c'est le cas, je vois pas pourquoi on se priverait d'un toucher une fois de temps en temps. Lazard, c'est le genre de joueur qui est comme ça. Une fois qu'on arrive près de la zone début, Aaron Rodgers semble vouloir viser Lazard. Donc, ça peut vraiment être une très belle occasion là, pour faire des points au niveau fantasy football. Donc, voilà ce qui termine cette petite portion là, du balado fanball. Je voulais terminer avec un petit segment. Je sais que la semaine dernière, je ne l'ai pas fait, mais il y a 2 semaines, je me suis lancé dans le jeu des prédictions. J'ai noté 3 matchs où que je vois qu'il y a des match-ups favorables au niveau, si vous faites un mise au jeu, par exemple. Entre autres avec les cotes de Vegas. Le premier match, c'est Buccaneers de Tampa Bay contre les Eagles de Philadelphie. Le match est affilé. La cote est moins 2.5 pour les Eagles, donc plus 2.5 pour les Bucks. J'irai avec Philadelphie. On est à domicile. On a une attaque qui est très bonne. Les Bucks ont perdu le dernier match. Je pense que gagner à Philly, c'est toujours très difficile. Et là, on a une cote de juste 2.5. Je pense que les Eagles vont gagner par au moins un placement contre la formation de Baker Mayfield. Donc ça, c'est ma première prédiction. La deuxième, c'est Chargers contre les Chiefs. Le match est à Kansas City. Différentiel de 8 points. Bien sûr, là, c'est les Chiefs qui partent avec une pénalité de 8 points là, pour ce match. Je suis allé avec les Chargers. 8 points, c'est immense dans la NFL aujourd'hui. Je le sais que les Chiefs vont gagner le match. Mais par 8 points, c'est beaucoup. Ça se peut que ça soit par 7. Puis donc, si vous avez misé sur les Chargers, vous êtes gagnant. J'aurais même tendance à dire que si la cote, vous la voyez à 9 points, sautez sur l'occasion. Les Chargers sont bien meilleurs que ce qu'on a connu les dernières années. Oui, le dernier match a été décevant de la part de Justin Herbert. On l'a senti peut-être un peu moins à l'aise dans sa pochette, mais il affrontait la défensive des Steelers. Les Chiefs, à l'opposé, on trouve toujours une manière de gagner, mais on ne veut jamais gagner par un massacre. On dirait toujours qu'on reste dans la partie. Donc, j'ai tendance à pencher pour les Chargers pour cette semaine. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on peut faire, surtout qu'on a un bon jeu au sol cette fois-ci avec J.K. Dobbins. Ça enlève un peu de pression à Justin Herbert. Est-ce qu'on a les outils offensifs là, au niveau des Chargers pour compétitionner contre les Chiefs? Je ne crois pas. Mais est-ce qu'on a les outils pour rester dans la partie? Ça, j'ai l'impression qu'avec le travail de Harbaugh comme entraîneur, on va être en mesure de rester dans la partie. Et la dernière prédiction, c'est les Raiders de Vegas contre les Browns de Cleveland. Le match est à Cleveland et la cote est en faveur des Browns. Ça m'a surpris. Donc, Browns plus 1. Moi, je sauterais sur l'occasion. On a un match à domicile. Je sais que les Browns, c'est pas du football sexy, mais les Raiders non plus. Et il semble avoir une petite bisbille entre l'entraîneur, Davante Adams, le corps arrière. Donc, si on n'a pas un Davante Adams content dans la formation des Raiders, assurément, ça avantage les Browns de Cleveland. Surtout qu'on a une excellente défensive.
Je pense que ça peut être une bonne occasion de sauter sur la mise des Browns. Ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse pour Davante Adams. Davante Adams pourrait être échangé. Ça risque d'être intéressant. Si la bisbille entre lui et l'entraîneur ou l'organisation, ça ne se règle pas, Adams pourrait être le genre de joueur qui bouge à la limite des transactions. Si vous l'avez dans votre pool, ça c'est un couteau à double tranchant parce que si on l'échange dans une formation qui a besoin d'un receveur de passe et qui a un corps arrière assez bon, ça peut être excellent. Là. Vous pouvez doubler ou même tripler le nombre de points qu'il fait en ce moment. Mais si à l'inverse, on l'échange dans une organisation qui est en reconstruction, qui n'a pas vraiment d'armes offensives, qui n'a pas vraiment un bon corps arrière, ça peut être pas mal plus compliqué. Parlant de transactions, la semaine dernière, je vous ai parlé de Russell Wilson, qui, selon moi, serait le choix des Dolphins pour combler à l'absence de Tua. Il y a un autre nom qui circule présentement, Mac Jones. J'ai vu quelques rumeurs circuler à ce sujet. Mac Jones connaît cette division très bien, a joué avec les Patriots dans cette division, connaît l'organisation des Dolphins parce que justement on l'affrontait 2 fois par année. Ça peut être une belle transaction justement pour les Dolphins. Je sais que c'était compliqué là, lorsqu'on a remplacé Trevor Lawrence en fin de match pour faire partir Mac Jones. Je pense sur le premier jeu, ça a été une interception. C'était pas mal plus difficile, mais je pense qu'avec l'organisation des Dolphins, il va avoir une chance. Il n'a jamais manqué de talent, Mac Jones, mais ça a toujours été le corps arrière qui avait un certain plafond. Donc, je pense que les Dolphins sont habitués avec Tua pour ce genre de corps arrière. Voilà ce qui met fin à l'émission Fanball. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez toujours nous suivre sur la page Instagram, TikTok et YouTube de Fanball. C'est toujours un plaisir de discuter football avec vous. N'hésitez pas à commenter. Je sais qu'il y avait un de mes amis qui m'a commenté là, sur la position d'ailier rapproché. Il me disait qu'est-ce qui se passe avec les tight ends. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en réserver un segment là, pour l'émission. Vous pouvez le faire aussi. Ça va me faire plaisir de commenter et d'amener mon point de vue là, sur la situation. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça vous nuit, ben vous allez faire avec, puis écoutez-moi pas, puis passez au prochain conseil. Je pense que je l'ai prouvé dans l'émission d'aujourd'hui que des fois, je frappe dans le mille, puis des fois, comme tout le monde, on rate notre coup et c'est pas plus grave que ça. C'est pour s'amuser qu'on fait le fantasy football et le balado Fanball. Donc, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Fanball. Sur ça, je vous dis, passez une excellente fin de journée et surtout, bon football cette semaine.